document. Une seule page, mais, croyez-moi, elle est d'une densité assez rare. Bonjour. On a un communiqué officiel, daté de Londres, 17 janvier 2026. Et attention, ce n'est pas une note interne. C'est une déclaration publique adressée au peuple camerounais. Oui, et c'est un document qui a toutes les apparences de la solennité. Il y a un logo, une signature, le ton est quasi martial en fait. Et ça vient d'un groupe qui se nomme. La Brigade Anti-Sardinare United Kingdom, la BASUK. Rien que le nom, déjà, ça pose le décor. Ah oui, complètement. On est immédiatement dans un contexte politique camerounais très, très précis. Celui d'une opposition qu'on peut qualifier de radicale au pouvoir en place. Ce document, il n'est pas fait pour être anodin. Il est conçu pour être une déflagration. Une déflagration. Le mot est juste. Parce que l'objet du communiqué, c'est une purge. L'exclusion d'un membre de très, très haut rang. Tout à fait. Notre objectif aujourd'hui, c'est de démonter un peu la mécanique de ce texte, de voir comment chaque mot est pesé pour détruire une réputation, ressouder un groupe et envoyer un message. On va lire entre les lignes d'une guerre de l'ombre. Allons-y. C'est parti. Alors, le texte ne perd pas une seconde. Pas de formule de politesse, rien. On entre direct dans le dur. Il annonce l'expulsion immédiate et définitive Voilà. d'une femme, Emily Ngele, son alias Sandy de Boston. Et là, le détail qui change tout, son titre. Ex-commandante en chef, c'est ça qui est central. C'est ça. On ne parle pas d'un simple membre qu'on dénonce. On parle du général. C'est ahurissant. C'est le cœur du réacteur. Si c'était un simple militant, le communiqué n'aurait peut-être même pas existé ou alors il serait resté interne. Mais là, on touche à la tête de l'organisation. Du coup, l'accusation se devait d'être à la hauteur. Et ils n'y vont pas de main morte. Ah non, pas du tout. Le mot utilisé est traître. Et l'accusation, c'est un acte de haute trahison avéré et répété. Haute trahison. Le terme est incroyablement fort. On n'est pas dans le registre de la faute politique ou de la divergence de stratégie. Non, non, c'est un vocabulaire qui est emprunté au crime contre l'État, contre la nation, C'est un choix délibéré, donc. et même du groupe. Et le mot répété aussi est important. Crucial. Il installe l'idée d'une duplicité qui dure depuis longtemps. Et la nature de cette trahison, elle est expliquée juste après. Le communiqué l'accuse d'avoir sciemment et lâchement vendu les secrets de l'organisation au gouvernement camerounais pendant des années. Et cette phrase, c'est une bombe. Oui, Elle dessine la ligne de front de manière absolument claire. D'un côté, la bazuquée, et de l'autre, le gouvernement. C'est l'ennemi désigné. mais ça soulève une question en fait. Quel secret? De quoi parle-t-on? Des stratégies de mobilisation, des sources de financement, on ne sait pas. Mais ça laisse imaginer l'étendue des dégâts potentiels. Exactement. Et donc, la gravité de la trahison. Le fait que ça dure depuis des années et que ce soit la commandante en chef elle-même qui soit à la manœuvre. C'est un scénario catastrophe pour n'importe quelle organisation d'opposition. Ça doit installer une paranoïa terrible en interne. Qui d'autre savait? Qui est complice? On imagine le choc. Ah oui, Mais alors, la question que je me pose, si ça durait depuis des années, pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui a bien pu les pousser à laver leur linge sale de façon aussi publique? le texte nous donne la réponse. Il y a eu un acte de trop, la manœuvre qui a tout fait basculer. Le point de rupture. Le communiqué parle de ces récentes manœuvres pour négocier une grâce présidentielle en échange de son retour au pays. Et là, on bascule dans autre chose. Oui, ce n'est plus seulement la trahison idéologique, c'est le sauve-qui-peut personnel. C'est un détail d'une richesse incroyable pour l'analyse. Déjà, ça confirme ce qu'on suspectait. Le groupe opère depuis l'étranger, ici Londres. Et ses membres sont probablement en exil, dans une situation qui les empêche de rentrer au pays. Et le fait de négocier une grâce présidentielle, Ça sous-entend qu'elle est recherchée par la justice de son pays, qu'elle est considérée comme une ennemie par le pouvoir. et pour le groupe, c'est l'aveu final. Le fait qu'elle négocie son retour en solo, c'est la preuve qu'elle abandonne la lutte collective pour son intérêt propre. C'est ça, le texte qualifie ça de preuve ultime de sa duplicité et de son mépris absolu pour chaque membre de la BASI. Le mot mépris est très fort. C'est ça qui doit faire le plus mal. C'est l'acte égoïste qui rend la trahison impardonnable, tu vois. Jusque-là, on pouvait à la limite imaginer une top qui agit sous la contrainte par idéologie. Mais là, l'image qui est peinte, c'est celle de quelqu'un qui, après avoir vendu ses camarades, essaie de monnayer sa trahison une dernière fois. Pour obtenir un billet de retour et une vie tranquille. Voilà, en laissant tous les autres en exil. C'est la trahison personnelle, celle qui vise chaque frère et sœur d'armes. C'est pour ça que la réponse devait d'être totale.
La sanction est donc à la hauteur de l'offense. Et le langage utilisé pour la décrire, il est glacial. Oui. Ça commence par une sorte de maxime. Il n'y a pas de pardon pour les traîtres. Point. Fin de la discussion. C'est une façon de graver leur doctrine dans le marbre. Pas de circonstances atténuantes, pas de seconde chance. Cette phrase, elle est là pour tous les autres membres. Voilà la ligne rouge à ne jamais, jamais franchir. Et puis vient cette formule. Terrible. Son nom sera effacé de notre histoire. C'est la damnatio memoriae, C'est-à-dire, la condamnation de la mémoire. C'est une pratique qui remonte à la Rome antique, quand on faisait tomber les statues des empereurs déchus, qu'on martelait leurs noms sur les monuments. ce n'est pas juste une exclusion, c'est une tentative de la faire disparaître symboliquement. Précisément, l'idée, ce n'est pas seulement de punir la personne, mais de contrôler le récit. On ne veut pas qu'elle devienne une martyre pour une éventuelle faction dissidente. On veut qu'elle ne soit plus rien, juste un synonyme de honte et de déloyauté, comme le dit le texte. Elle n'est plus Émiline Gélé, elle est la traîtresse. Voilà. Concrètement, elle est déclarée persona non grata et ses accès sont annihilés. Le mot annihilé est d'une violence. Ce n'est pas révoqué ou supprimé, c'est un terme militaire. Oui, qui signifiait réduire à néant. Chaque mot est choisi pour son poids. Annihiler, c'est suggérer une action de force, une destruction complète, sans retour possible. Et la conclusion de cette partie est un chef-d'œuvre de rhétorique cruelle. Qu'elle assume désormais les conséquences de sa trahison face à ceux qu'elle a cherché à servir. C'est d'une habileté redoutable. En gros, ils lui disent tu nous as trahis pour eux, maintenant débrouille-toi avec eux. Tu es leur problème. C'est même plus que ça. Ça sous-entend qu'elle est devenue inutile et donc potentiellement encombrante pour le gouvernement. Un agent démasqué n'a plus beaucoup de valeur. Donc le message est double. Oui, non seulement nous t'abandonnons, mais ceux pour qui tu as tout risqué vont probablement t'abandonner aussi. C'est une condamnation à la solitude la plus totale, prise en étau entre deux camps qui la rejettent. Une fois qu'elle est liquidée, symboliquement et politiquement, le communiqué change complètement de registre. Oui, on passe à la deuxième phase. De la destruction de l'individu à la reconstruction du collectif. C'est la deuxième étape de toute communication de crise. Après la purge, la réaffirmation. Le texte proclame « La base Yuki en ressort plus unie, plus déterminée et plus intraitable que jamais ». Alors là, on est obligé de se demander, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est un peu une méthode Coué? Un groupe qui perd son chef de cette manière est forcément fragilisé, non? Bien sûr que c'est un coup terrible, mais ils ne peuvent absolument pas le reconnaître publiquement. Ce message, il a deux cibles en fait. D'accord? En interne, il s'agit de rassurer les membres, de leur dire « le cancer a été retiré, le corps est maintenant plus sain et plus fort ». C'est une tentative de transformer une faiblesse catastrophique en une force nouvelle. Et pour l'externe? Pour l'adversaire? Fier. Nous sommes encore là et nous sommes encore plus dangereux. Et pour enfoncer le clou, la promesse finale. Notre vigilance sera totale, notre riposte face à toute menace sera implacable. Implacable. Encore un mot qui ne laisse aucune place à la nuance. C'est une promesse de dureté. Ça veut dire qu'après une telle trahison, la paranoïa va sûrement monter d'un cran, les contrôles vont être renforcés, et tout le document se conclut par cette devise, placée juste avant la signature, comme un sceau. La trahison se paye toujours. C'est la morale de l'histoire. Et la justification de tout ce qui a été fait est un avertissement pour le futur. C'est ça. Cette phrase boucle la boucle. Elle dit à Emilienne Genet, « Voilà le prix que tu paies ». Elle dit aux membres, « Voilà ce qui arrive aux traîtres ». Et elle dit à ses ennemis, « N'essayez plus, car la punition sera toujours au rendez-vous ». C'est la nouvelle loi fondamentale du groupe. Quand on prend du recul, c'est fou ce qu'une seule page peut nous apprendre. On a la cartographie complète d'un conflit politique âpre, mené depuis la diaspora par un groupe, structuré, hiérarchisé. Qui se voit comme une armée en guerre contre le gouvernement de son pays. On mesure surtout l'intensité de cet engagement. Les enjeux sont existentiels. On parle d'exil, de secret, de grâce présidentielle, de trahison. Ce n'est pas un simple débat d'idées. Ah non, c'est une lutte à mort, sur le plan politique et symbolique. Ce communiqué est un acte de guerre informationnelle, conçu pour détruire une personne et projeter une image de résilience absolue. Au final, c'est une histoire de loyauté et de trahison. Mais dans ce cas-là de plus extrême, on voit les mécanismes impitoyables qui se mettent en place dans ces groupes à haut risque. Des groupes où la confiance est la seule monnaie et où sa perte équivaut à une condamnation à mort. Politique en tout cas. Exactement. Ce qui nous laisse avec une question en suspens, une question à laquelle ce document ne peut évidemment pas répondre. C'est vrai, ce communiqué est une démonstration de force,
Mais le simple fait qu'il ait dû être écrit, ça révèle une vulnérabilité immense. Oui, c'est le paradoxe. Alors que nous dit ce texte sur la solidité réelle d'un mouvement dont le propre commandant en chef est dénoncé comme une taupe qui opérait pendant des années? C'est la vraie question. Comment un groupe peut-il se reconstruire après ça? Quelle était la nature exacte de ces fameux secrets? Et surtout, quelle confiance les membres restants peuvent-ils encore avoir les uns envers les autres, en sachant que leur leader les a trahis pendant si longtemps? On a analysé leur communication, mais on ne peut qu'imaginer les conversations qui doivent avoir lieu en coulisses.